Pour moi, mon pays, c'est la paix. J'étais pas fait, moi, pour la guerre. J'étais fait pour vivre tranquille, pour peindre, pour dessiner, pour chanter, pour avoir des amitiés, des amours, des choses comme ça. Mais c'est pas moi qui l'ai cherché. J'étais dans le Vercors, réfugié, paumé, perdu. C'est les autres qui sont venus nous emmerder. C'est terrible, ça. La guerre est quelque chose d'étrange. La voici la montagne dont ils ont rêvé et qui hante leur nuit de survivants. Elle se dresse comme une vague dans le ciel du Dauphiné. Ici, l'océan de l'histoire s'est figé, rendant immortelle la terre des hommes libres. Ils avaient 20 ans, la tempête nazie faisait rage. Le Vercors fut leur île de Robinson et sauva leur jeunesse du naufrage. C'était mon nid, mon refuge sauvage. J'étais hors du monde. J'étais hors de la guerre, hors de l'Europe, hors de tout, quoi. Alors j'étais heureux, et puis après, les événements historiques et dramatiques sont arrivés. Grenoble, 9 septembre 1943. En ville, l'atmosphère change brutalement. Les soldats italiens s'en vont. Ils occupaient le sud-est de la France. Mais leur pays capitule devant l'avancée des Alliés. Dès lors, du Léman jusqu'à la Méditerranée, les Allemands s'installent en maîtres. Sur les bords de l'Isère, la peur se met à régner. Ça a été la terreur dans la ville, tout de suite, en 48 heures. D'autant plus que les Italiens étaient bons enfants. Au lycée de filles, par exemple, les Italiens passaient avec leurs plumes, tu vois, dans la rue. Ils savaient que c'était les filles, alors ils regardaient. Les filles au 3e étage les appelaient. Hein. Alors ils levaient la tête, puis elles leur jetaient un seau d'eau sur leurs plumes, et ils rigolaient, etc. Enfin, c'était bon enfant. Mais ça a tout changé en une nuit. Hein. On a entendu des fusillades, on ne sait pas ce que c'était. C'est les Allemands, et le lendemain, ça plaisantait plus, il y a des patrouilles, il y a des arrestations et tout. Là, ça va devenir un cauchemar, les rafles, etc., etc. Ça va absolument tout changer. La sinistre Gestapo réquisitionne l'immeuble du 28 Courberia. Dans les étages, la police politique du Reich interroge et pratique la torture. À l'entresol s'entassent les prisonniers dans des cachots minuscules. Grenoble vit au rythme des arrestations et des exécutions. La ronde infernale des voitures noires effraie la population. Les fascistes français de la police et de la milice sont en chasse. L'automne est sanglant. Aux 4 coins de l'agglomération, des cadavres sont découverts, défigurés, mutilés. La plupart des responsables de la résistance locale sont éliminés. C'est la Saint-Barthélemy grenobloise. Pourtant, patiemment, des jeunes gens tissent une toile d'araignée qui enveloppe l'occupant. Marc Ferraud a 18 ans, il étudie la géographie alpine, mais pas seulement. Moi, je peux dire que dans ma classe, tout le monde était plus ou moins résistant à sa manière.
Moi, j'ai eu une mission, par exemple, qui consistait à aller, comme j'avais fait un peu d'allemand deuxième langue, d'aller vérifier aux portes de Grenoble quels étaient les types d'occupants qui étaient là. Et je devais vérifier à l'accent si c'était des Allemands ou peut-être des Polonais ou des Tchèques, j'en sais rien, engagés dans l'armée allemande. Et puis je le disais à ceux qui m'avaient confié la mission, puisqu'on se doutait qu'un jour Grenoble serait attaqué. Et que par conséquent, on attaquerait par les portes où, si je puis dire, l'Allemand se défendrait mal, si c'était des Tchèques ou si c'était des Polonais. Donc c'était mon petit boulot à moi. Geneviève Gaillet est âgée de 20 ans. Le 14 juillet 1942, elle a manifesté contre Pétain et contre les nazis dans une robe bleu-blanc-rouge. Alors, la résistance a recruté cette fille téméraire pour lui faire jouer un rôle concret, mais dans l'ombre cette fois. Ah ben oui, j'étais clandestine. Mais comme j'avais gardé des contacts à Lyon notamment, j'allais à Lyon de temps en temps, avec, je ne sais toujours pas comment, j'avais un contact pour avoir, il y avait un gros service de faux papiers à Lyon, très bien fait. Et alors, j'allais de temps en temps à Lyon et je revenais avec des valises de faux papiers pour des gens qui avaient demandé. Les risques, je ne sais pas. Oui, je crois que j'avais appris à naviguer à peu près avec les trains, à voir s'il y avait des Allemands ou pas. Je ne traînais pas à la gare, j'y allais au dernier moment. Les églises étaient ouvertes à l'époque, c'était bien commode. Les églises où l'on se réfugie, les sacristies où l'on vient demander asile. À Grenoble, le vicaire de Notre-Dame est entré en résistance dès les premières rafles de juifs. Depuis, il conduit les pourchassés vers la Suisse par la montagne. Il dirige également vers le maquis les jeunes réfractaires qui refusent le travail obligatoire en Allemagne. Ce sont ces moments où on ne pense à rien. On est sous un choc. C'est comme si vous voyez un enfant qui va être écrasé par une voiture, ben, il faut le rattraper. C'était un peu ça. Quand le travail obligatoire, le STO, a commencé, on a commencé à avoir des réfractaires qui venaient demander à moi comme vicaire, qu'est-ce que je fais? De Nonancourt, Petit Louis. Et il est un des tout premiers venus me trouver, et dans mon confessionnal. Et au confessionnal, il me dit, je n'ai pas de péché à vous dire, mais je viens vous demander par où faut-il passer pour monter au maquis. Je lui dis, le mieux, ce serait que tu t'engages à Jeunesse et Montagne, qui était un de ces mouvements, comme les chantiers de la jeunesse, qui occupaient la jeunesse oisive. Et il est alors été s'engager à Jeunesse et Montagne. Oui, il nous a rendu grand service, parce que quand il y a été bien implanté, la nuit, il nous jetait des ballots de couverture ou de tricot par-dessus le mur de la caserne de Jeunesse et Montagne, des souliers, etc., avec quoi on a équipé tout le Maquis Palace. Le Maquis Palace, un nom chargé d'ironie pour un camp créé par l'abbé Pierre en Chartreuse et qu'il transfère bientôt dans le Vercors. Car les jeunes de cette région sont fascinés par la citadelle, synonyme de liberté. Là-haut se cachent déjà 400 garçons qui refusent l'oppression. Je suis parti à l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, à une mauvaise époque, octobre 1942. On vous envoie bosser et même peut-être vous exécuter, etc. en Allemagne. Vous n'êtes pas en train de réfléchir sur l'avenir, comment ça va tourner, ni de quelle manière, ni tout ça. C'est un geste spontané de la jeunesse. Je suis parti clandestinement. Je me suis retrouvé dans le maquis du Vercors qui ne portait pas un nom glorieux. À l'époque, c'était une chaîne de montagne, c'est tout, avec des petits villages. Le mot résistance n'existait pas. On était des outlaws dehors de la loi. On peut appeler ça du patriotisme, on peut appeler ça de l'anarchie, on peut appeler ça ce qu'on voudra. Mais un homme, quand il est encore assez jeune pour le faire, il doit se rebeller. Il aura assez d'occasions dans sa vie de s'incliner. Alors, voilà.
Massif du Vercors, 13 novembre 1943. Il y avait combien d'appareils? En principe, il y avait 4 appareils qui sont venus parachuter. Je pense à peu près, on pensait à peu près 80 conteneurs. Il y a un conteneur qui s'était écrasé. Il me semble que c'est par là à l'entrée, quand on arrivait à la plaine, le parachute ne s'était pas ouvert et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était des mitraillettes Sten, étaient détruites. Pendant que Grenoble vit dans la peur, les pionniers du Vercors reçoivent leur premier parachutage dans la prairie d'Arbounouz. C'est un coin formidable, Arbounouz. C'est le plateau le plus élevé du Vercors. C'est sensationnel. Il y a eu des feux qui ont été allumés, qui étaient là pour diriger les avions, quoi. Alors là, d'en haut, bien sûr, comme on est à plus de 1000 mètres, ils ont vu les feux tout de suite. Hein. Mais il y avait de la neige. Hein. C'était déjà enneigé à cette époque-là, le 13 novembre 1943. C'était les premières armes qui sont arrivées, qui ont équipé donc les GF, les groupes francs, et puis alors, tous les jeunes du maquis qui n'avaient pas d'armes pratiquement jusqu'à ce moment-là. Là, ça a donné du moral à tout le monde. Hein. Puis alors après, tous les jeunes, là, il a fallu essayer ces armes qu'on ne connaissait pas. Alors il y a eu des séances de tir, on a organisé des séances de tir pour se familiariser avec ces armes-là. Alors c'était le début, puis on a dit, bon, cette fois, on n'est pas abandonné. On pense à nous. C'était des jeunes qui avaient énormément souffert déjà. Ils étaient dans les camps, après ils avaient un peu d'armement, ils se sentaient réconfortés quand même. Hein. Puis ça a remonté le moral. Hein. Souvent, il y avait des types mariés, des très jeunes. Hein. Ils avaient 21 ans, 22 ans. Il y a des gars qui se mariaient à 18 ans, ils avaient des gosses. Et il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien du tout. Là, hein. Les gars, c'était... Tu n'es pas parti en Allemagne, tu n'avais droit à rien du tout. Si de te faire prendre, de te faire mettre en prison et embarquer en Allemagne, en déportation. On a fait la fête un peu dans les camps. Ben, je pense, oui. Après, ils ont arrosé ça un peu. Mais c'était tout à fait normal pour eux parce qu'ils ont vraiment souffert. Ils ne pouvaient pas sortir ni rien. Ils étaient comme des bêtes dans les bois, traqués sans arrêt. Et si on en ouvrait une bouteille? Pourquoi pas? J'en ai monté une. Les premiers maquisards se sont installés en décembre 1942 comme bûcherons, dans un bout du monde glacial et désert, la ferme d'Ambel. Depuis cette date, une dizaine de camps existent dans le massif. Réfugiés du nord ou de l'est de la France, juifs, francs-maçons, mais surtout réfractaires au STO, ils se cachent et cherchent à tuer le temps. Pour ces jeunes, la grande épreuve, c'était d'attendre, avec des moments où tout d'un coup, le doute s'est insinué, en disant est-ce qu'on ne nous a pas trompés, en nous disant qu'on va avoir des contacts avec Londres, qu'on va recevoir des armes, des directives, etc. Mais ça restait une minorité quand même. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ça ne peut jamais être une majorité, ça. La vie au maquis s'avère rude et secrète. La nourriture est une obsession. Danny n'a que 16 ans, mais il habite le Vercors et connaît bien les fermiers. Il approvisionne le camp d'Ambel, caché là-haut, derrière la falaise. Les résistants qu'on allait ravitailler au départ de Bouvantleau avec des mulets. Vous leur apportiez quoi au Ravitaillement. C'est-à-dire Du vin, du pain, de la viande, des pommes de terre, enfin tout ce qu'on pouvait leur amener. Hein. La solitude pèse sur le moral des hommes. Alors, même si les bals sont interdits par le gouvernement de Vichy, la jeunesse des bois se rapproche parfois des villages pour danser. À Bouvante-le-Haut, Marie-Louise a fait quelques tours de piste avec les dissidents. Il y avait des bals clandestins. Ouais. Ils étaient où les bals clandestins? Ouais, non, on appelait ça un bal. Dans une grange? Dans une grange avec un plancher percé. Et puis un truc là, qui marchait quand même. Il y avait un tourne-disque? Oui. Ouais. Ceux qui savaient jouer de l'accordéon jouaient de l'accordéon, puis les autres, on convoquait tout le monde, moi de Danny, puis on allait danser, puis c'était fini. Il y avait des filles beaucoup? Ah ben, autant que maintenant. Vous aviez des amoureux là?
Non, pas d'amoureux, hein. Ouh là là. Interdit. C'était interdit par les parents. Il ne fallait pas risquer d'avoir... Non, c'est vrai. C'était interdit par les parents Bah ouh là, mais interdit, oui. d'avoir un amoureux résistant. Oh bah oui, des étrangers, dites. Surtout des étrangers en plus. C'était quoi le tube de l'époque? In the mood. Ah, mais ça, c'était après la guerre. Non. Hein? Pendant la guerre. Ouais. Fin 43, le contraste est donc étonnant. La terreur règne à Grenoble, mais le Vercors semble respirer la joie de vivre. Plus pour longtemps. À 20 ans, 21 ans, on ne voit pas la mort comme ça. La mort, c'est un truc qui touche les vieux, qui touche les malades, qui touche les gars, les assassins, qui touche ça, mais pas des gens de bonne volonté. La mort nous paraissait possible, mais certainement pas aussi proche qu'on l'imaginait. Malval, 29 janvier 1944. Les Allemands savent que les forêts du Vercors sont peuplées de terroristes, comme ils les appellent. Terroristes, ces jeunes que l'abbé Pierre a cachés dans les cabanes de bergers à Sornin, puis dans le village reculé de Malval. Terroristes, ces anciens chasseurs alpins qui se regroupent, eux aussi, sous les falaises circulaires de Malval. Malval, le mauvais vallon. Quelques maisons, un clocher, tout au bout d'une route suspendue. Je ne sais pas l'importance, mais c'est considérable, des forces militaires que les nazis ont fait monter sur les cimes qui dominaient le cirque de Malval. Les Allemands sont allés de côté avec je ne sais pas combien, mais des centaines d'hommes parfaitement équipés. Vous avez dit que c'était le premier Oradour. Oui, c'est vrai, je crois que oui. À l'aube, 1800 soldats montent à l'assaut. Heureusement, il y a beaucoup d'absents au maquis, notamment ceux qui travaillent dans la plaine, chez les paysans. Les 50 jeunes qui restent sont submergés. 28 résistants, 14 civils trouvent la mort, abattus sur place, brûlés dans leur maison ou plus tard, en déportation. Vous connaissiez beaucoup des jeunes qui étaient là-haut? Oui. L'abbé n'est pas à Malval, il est en convalescence après une diphtérie. Bob, Kim et Yves échappent également au drame. Ils dorment cette nuit-là chez des agriculteurs dans la vallée. Bob a perdu son copain Jacques, au lieu-dit le Moulin. Il en reste un poème, L'agneau de Malval. Pendant 2 jours, 2 nuits, les gars de Malval ont subi les assauts de la horde teutonne. Mais malgré le courage que la colère donne, ils n'ont pu contenir ce déluge infernal. Quand l'aube s'élevait, le village brûlait. Tombé devant son poste, Jacques, la sentinelle, gisait là, bras en croix, fusil à la bretelle. Tout près de lui, perdu, une brebis bêlait. Vous avez écrit ça quand? Quelque temps après Malval. Ouais. Voilà. Deux mois plus tard, le 18 mars, les Allemands lancent un nouveau raid. Objectif détruire le quartier général du maquis, une grande bâtisse, à la Matrassière, commune de Saint-Julien. Le jour se lève à peine sur le hameau. On les a vus tout d'un coup là, puis on a entendu oui. Moi, la mitraillade. En train de traire, c'était 7 heures
Le matin, 7 heures, j'entends craquer la mitraillette. Oula, ça craque bien sec. Il y en avait un, il tirait là, et puis il met des balles. Alors, une balle là, une dans l'horloge, une qui a traversé, qui a été là-bas, et ma mère était là. La balle est passée pas loin. Ah oui. C'est des drôles de moments qui vous suivent toute la vie. Hein. Surtout le 18 mars, on y repense encore plus fort. Henri dort encore, il a 15 ans, c'est un môme. Son père vient de cacher un maquisard dans la grange. Mais une mitraillette, oubliée à l'étable, provoque la tragédie. Henri Borel a tout écrit, pour ne jamais rien oublier. Je suis réveillé par de nombreux coups de feu qui claquent aux alentours. Et presque aussitôt, ma grand-mère pénètre dans ma chambre et me dit « Lève-toi vite, les Boches sont là. Ton papa est allé cacher un dissident. » Je m'habille précipitamment et emprunte l'escalier. En bas, 3 ou 4 fusils sont braqués sur moi. Les Allemands me font sortir dans la cour où mon père se trouve déjà. Les Allemands nous mettent en joue. Je fixe des yeux les trous noirs des canons du fusil. J'attends l'éclair qui va jaillir et ce qui va suivre. L'instant est atroce. Je prends mon père par le cou, j'éclate en sanglots. Mentalement, je prie. L'officier dit à mon père, « Quand on trouve une arme, c'est la mort. » L'officier prend alors un pistolet mitrailleur qui portait un soldat et tire une rafale sur mon père qui s'écroule en criant « Vive la France !» Les dissidents vous leur en voulaient un peu, d'une certaine manière? Non. Voulez-vous? On était tous pour eux. Le PC est détruit, 6 maquisards sont tués, 3 civils sont assassinés. Plusieurs maisons pillées, puis brûlées. Que ce soit à la Matrassière ou à Malval, preuve est faite que le Vercors n'est pas un château fort. J'ai perdu 27 copains à Malval. J'ai dit que, premièrement, on a bien fait d'essayer de résister, et dommage qu'on ne l'ait pas fait mieux, et plus tôt. Un endroit quasi inexpugnable, tiens, mes fesses inexpugnables. Les Allemands ont bien su y monter. On a retrouvé des dessins de moi à Malval, dans les ruines des maisons brûlées, des dessins que j'avais donnés à mes copains. C'était un maquisard foutait un coup de pompe à un Boche qui partait dans le ciel, comme ça. C'était toujours des gros patapoufs avec des gueules de cons, quoi. Alors qu'il y en a des beaux, mais je savais plus les faire beaux. Normandie, juin 44. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Combattre. Dans le Vercors, ils n'attendent que ça, les hommes du maquis. Un plan existe, il a été préparé par les chefs de la résistance avec l'accord de Jean Moulin et du général de Gaulle. C'est le plan Montagnard. Il prévoit le bouclage total du Vercors. « 50 km de long, 20 km de large, des falaises comme remparts et des prairies pour les parachutages, c'est le territoire idéal. On barre les routes d'accès, on organise une défense armée, on prépare une piste pour les avions.
Les commandos alliés se posent, le deuxième débarquement a lieu dans le sud, la retraite des Allemands est coupée. Sur le papier, c'est très simple. Alors, les résistants sont impatients. D'abord, les maquisards sortent des bois. Le 6 juin, on peut dire qu'il y avait une douzaine de camps dans le Vercors, qu'il y avait 450 types qui s'étaient jamais vus. Bon, attention, on était disséminés sur les 175 000 hectares. Nous, on avait rencontré une fois le camp numéro 1, mais on ne connaissait pas les autres. Les chefs se rencontraient, mais nous, on ne se voyait jamais. Donc, déjà, les gens sortent des bois, ils peuvent vivre autrement. L'ordre tombe le 8 juin, au soir. On verrouille le Vercors. C'est la mobilisation générale. Des volontaires par centaines montent de Grenoble, de Romans, de Valence. Il était prévu qu'au moment où il y aurait un débarquement ou quelque chose comme ça, il y aurait un appel, ils monteraient dans le Vercors. Et c'est pour ça que de quelques centaines, on s'est retrouvé à je ne sais pas combien. Ça doit être officiel, ça, mais 2, 3, 4 000. Prenons l'exemple de la compagnie Brissac. Hein? J'aimais beaucoup le père Brissac, mais bon, et puis il faut leur tirer un coup de galure à ces types-là. Ils sont civils, et ils ont formé une compagnie civile à Grenoble, on leur dit, les gars, vous montez dans le Vercors. Mais dans ces gars-là, il y a des tas de gars qui sont jeunes, qui n'ont jamais fait de service militaire. Il y a peut-être des gars qui vont au chamois ou qui vont à la chasse à la perdrix ou je sais pas quoi. Ils n'ont jamais tiré qu'un fusil de guerre. On passait de la résistance en ville à la résistance armée. Alors moi, j'ai été conduit par un camarade qui s'appelait Henri, que je connaissais pas. Alors, on m'a donné des instructions, on m'a dit, tout habillé en bourgeois, avec costume, cravate et tout, tu prends des bouquins. Alors j'ai pris le de Marton, puisque je faisais de la géographie, dans ma valise, juste un slip ou je sais pas quoi, savon et une brosse à dents, comme on dit. Et puis, quelques heures plus tard, je me suis retrouvé à Saint-Martin-en-Vercors. Le débarquement de Normandie rend euphorique les résistants et la population. On s'estime déjà en terre libérée. Les routes sont coupées et surveillées, le service du courrier et celui du ravitaillement sont améliorés. On fabrique des laissez-passer. Un hôpital, un tribunal militaire et une prison sont créés. Le Vercors devient un petit État dans l'État. On avait vraiment l'impression, ici dans le Vercors, d'être en liberté. Hein. On n'avait pas l'oppression des troupes allemandes dans nos rues, dans nos trucs comme ça. On était libres. C'était le Vercors, mais c'était une liberté. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup me disent, oh là là, c'était un temps où on était libre. On arrivait de Grenoble, ville absolument étouffante, où il y avait des rafles, où on craignait les uns ou les autres d'être arrêtés quand on était jeune, bien sûr, et surtout quand on marchait à 2 ou 3 ensemble. Et une fois franchi les frontières du Vercors, on arrive dans une zone, c'était la liberté. Il y avait les gens d'abord avaient une autre allure, il y avait des affiches de République française, il y avait une musique patriotique, il y avait une gaieté, une liberté, mais c'était un autre monde. Et après coup, je peux dire maintenant que à la Libération, donc en août, à la Libération, on a retrouvé cette atmosphère, mais elle existait dès l'occupation au Vercors, dans ce qu'on a pu appeler la République du Vercors. La République est proclamée. On allume même pour la circonstance une vieille pièce de feu d'artifice. L'espoir est immense. Tout le monde croit que des parachutistes alliés vont descendre du ciel, que le débarquement sur la côte sud est imminent. Certains vont même jusqu'à dresser les couleurs à Saint-Nizier-du-Moucherotte. D'en bas, tous les Grenoblois peuvent voir le drapeau. Ils avaient déjà déployé le drapeau au-dessus de Grenoble, ils étaient outrés. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut faire une bêtise pareille? On ne sait même pas si les Anglais et les Américains ne vont pas être repoussés de Normandie, et on fait les marioles, on fait les... Ah non, ça j'étais... Il fallait être complètement demeuré pour aller foutre un drapeau. Là. Parce que c'était... depuis Grenoble, c'était les attirer, c'était dire... ne serait-ce que venir voir ce qui se passait. Le drapeau bleu-blanc-rouge au sommet des Trois Pucelles, vu de Grenoble, c'était provoquer un peu la garnison allemande en bas. Hein. C'est quand même, il y a des choses comme ça qui... Mais enfin, c'est français, ça. Hein.
On est un peu fanfaron quand on est français, alors. On résistait à l'inquiétude par la joie, l'allégresse, la jeunesse, quoi. Et puis voilà. C'était un peu le temps des copains quand même. Ah ben c'était le temps des copains, mais on n'avait que ça. On avait quel avenir on avait? On ne savait pas. On avait l'impression que la guerre allait durer éternellement, on n'arrivait pas à en sortir. C'était terrifiant, quoi. Saint-Nizier-du-Moucherotte, 13 juin 1944. La liesse générale fait oublier qu'à Grenoble, des milliers de soldats allemands sont sur le pied de guerre, qu'au mois de mars, ils ont balayé le maquis des Glières. On oublie aussi qu'à Chabeuil, dans la Drôme, des avions à Croix-Noire sont stationnés en bord de piste. Alors effectivement, les Allemands viennent voir ce qui se passe à Saint-Nizier, et dans la matinée du 13 juin, ils encerclent un piton tenu par une section de résistants. En fin de matinée, on nous dit « Allez, embarquez, vous prenez pas de sac, vous prenez votre armement, la toile de tente, et il y a un car qui va vous emmener, parce que les Allemands ont attaqué ce matin. Il y a une section qui est complètement encerclée, il faut essayer de faire quelque chose. » On nous tirait dessus de plus en plus près par derrière. On avait des feuilles et des branches qui nous tombaient sur la tête. Nous étions là, quelques-uns sur le haut, d'autres en bas. On se défendait à la grenade. Les Allemands étaient toujours là, et ils étaient tellement là qu'ils avaient complètement débordé la section de l'Escaut, Beichmann, et qui, lui, je vois encore, grand escogriffe, il avait du sang partout, il était brûlé, il avait je sais pas tout quoi. C'était un petit peu hallucinant de voir ce type avec sa douzaine ou sa quinzaine de gars qui restaient sur le piton. À ce moment-là, j'ai entendu chanter la Marseillaise. Je me suis dit, c'est pas les camarades qui sont attaqués à droite et à gauche qui ont le temps de chanter la Marseillaise. Donc il doit y avoir, ça doit être du renfort ou quelque chose comme ça. On chantait, oui, c'est exact, c'est exact. C'est exact. C'était pour se donner du cœur? Peut-être un peu du cœur au ventre, oui. On traverse le champ de 60 ou 70 mètres en recevant des coups de feu. Il y en a deux qui tombent. Ils se déploient en tirailleurs, c'est-à-dire espacés. Et moi, je courais comme les autres. J'avais à côté de moi Gaston, c'était un tireur fusil-mitrailleur. Pour vous dire, si j'étais près de lui, quand il courait, sa main droite faisait comme ça et ma main gauche faisait comme ça, les deux mains se touchaient. Et il a pris une balle, il était tué sur le coup. Ça a commencé comme ça. Et ils arrivent juste contre la position et ils montent jusqu'à moi, qui était en haut. Et je vois arriver un adjudant-chef que je connaissais, Chabal. Je dis à Chabal, il faut qu'on s'en débarrasse. Il y a une chose que je vous propose, c'est les gamons. On n'avait jamais encore utilisé les gamons, qui sont des bombes dans lesquelles on met une très grosse quantité de plastique dans un sac. On a couru sur le bitume et puis on a été balancer nos gros machins qui pesaient 2 kilos. De l'autre côté, 3 à la fois. Alors ça a fait un bruit épouvantable. C'est un souffle. Donc il faut être au-dessus. Si vous faites ça à votre hauteur, c'est vous qui la prenez. Et si vous tapez dans quelque chose, c'est vous qui la prenez aussi. Donc il faut être au-dessus, ça tombait bien, et balancer ça vers le bas. Alors là, évidemment, les Allemands se sont repliés. Mais le succès du maquis est éphémère. Le surlendemain, l'ennemi revient avec des forces considérables. Et il enfonce les lignes de la résistance. À Saint-Nizier, 80 maisons brûlent, on dénombre 22 morts chez les résistants. Marillé et Drevet appartiennent aux chasseurs alpins de Chabal. C'est une troupe entraînée qui vit dans les bois depuis plusieurs mois. Mais les volontaires, venus de la plaine, sont des novices. Ils perçoivent leur armement le 10. Et le 13 au matin, on leur dit, vous allez empêcher de passer les Alpinjäger, là, les Geburtsjäger, ou les gars qui ont 50 guerres derrière eux. Et vous allez voir comment ça va faire. Mais ça va être facile, vous allez voir. Le type, il n'a jamais tiré avec un fusil de guerre. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Je dis simplement qu'ils se sont trouvés dans une situation absolument invraisemblable. Vous savez, mon expérience, pour faire un vrai combattant d'infanterie, un vrai soldat d'infanterie, il faut 18 mois.
Comment voulez-vous qu'un type à qui on file un fusil du jour au lendemain puisse devenir un combattant? C'est pas possible. C'est criminel, vous en faites un mort en sursis. L'armée allemande réintègre son casernement grenoblois. Les résistants, eux, se replient dans le Vercors Sud, plus difficile d'accès. Le PC militaire est installé à Saint-Martin, dans une coquette maison aux allures de villégiature. Là, l'étudiant géographe Marc Ferraud est aux premières loges. Dans ce petit pavillon, il y avait une salle de bain, il y avait une baignoire. On m'a mis dans la baignoire avec une petite table, vous voyez, un crayon, la carte et des punaises. Et puis j'ai commencé à placer les unités du Vercors. Et en même temps, on m'a dit, bah, tu feras le téléphone. Donc sur la planche, on m'a mis le téléphone. Et j'ai été le téléphoniste du PC militaire. Ce devait être le 13 juillet, ou quelque chose comme ça. J'ai entendu dans la salle à manger, les officiers, ils étaient 5-6, qui ont poussé une gueulante terrible, furieux, ils nous abandonnent, etc. Et j'ai compris qu'ils nous abandonnent, c'est-à-dire que le débarquement n'aura pas lieu comme ils l'espéraient du côté du 14-15 juillet. Et le lendemain au matin, qu'est-ce qu'on voit dans les airs? Des milliers de parachutes. Des milliers de parachutes. C'est-à-dire qu'il y avait eu ordre, contre-ordre ou désordre, je ne sais pas. Les parachutes n'auraient pas dû être parachutés puisqu'il n'y avait pas de débarquement. 80 forteresses volantes qui déchargent des tonnes et des tonnes de matériel. On s'est dit, bon, ben, on est sauvés, quoi. Mais c'était pas tant du matériel qu'il nous fallait, c'est peut-être des bons hommes aussi qu'il aurait fallu envoyer. C'était prévu, mais c'est jamais venu. Je suis arrivé à Saint-Martin, on m'a dit « Ah, il faut aller ramasser les parachutes, etc. » Mais on avait vu passer les forteresses volantes, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont fous, il y a la guerre. » Puis on m'a dit « C'est un parachutage. » Je dis « Mais ils sont fous. » Et du coup, les Allemands, qui commençaient déjà à descendre sur le Vercors, qui avaient déjà attaqué les abords, eh bien, ont compris qu'il se passerait quelque chose, et la grande attaque a eu lieu à ce moment-là. Les ruines, c'est incroyable, des ruines, c'est rien. C'est plus rien des ruines. Et puis ça évoque tellement de choses. Des maisons, on en voit des maisons existantes, il y en a plein. Mais des ruines, c'est pas moi, c'est touchant comme une momie, quoi, comme quelque chose qui vient d'ailleurs, je sais pas. Et puis c'est quand même un témoignage de la brutalité, de la guerre, de l'amitié des copains qui ont disparu, des choses comme ça. Puis en même temps, c'est dans un paysage qui nous enchante, quoi. C'est absurde. « 21 juillet 1944. Le parachutage prématuré et provocateur du 14 juillet fait croire aux Allemands que la résistance est très puissante. Dans ces conditions, le général Flaume n'attend plus. Et il lance la 157e division contre le Vercors. C'est l'opération la plus importante jamais dirigée contre un maquis en France. Au nord du massif, le hameau de Valchevrières, noyé dans la forêt, se retrouve au cœur du combat. Ici, la section Chabal tente de barrer la route qui mène à l'intérieur du plateau. C'était les premiers postes de défense, c'est pour ça qu'on les a baptisés les avant-postes. C'est là où se trouvaient les premières défenses qu'on avait installées après Saint-Nizier. Voilà. Donc là, alors là, il y avait un fusil mitrailleur qui était derrière ce barrage-là. Et sur notre gauche, en haut, là-haut, il y avait une mitrailleuse qui se trouvait en haut. On avait mis les défenses là, pourquoi? Parce que de là, on voyait arriver tous les véhicules, s'il y avait des véhicules qui arrivaient, sur Bois-Barbu, donc en face de nous. Voilà. Pensez-vous, on les a vus à 20 mètres de nous. Et alors là, il y avait un vieux bonhomme avec son fusil. On se demandait ce qu'il foutait là à son âge. Il fallait l'éliminer d'une façon ou d'une autre, mais sans l'envoyer au ciel tout de suite. Hein. Alors eh ben, je lui ai cassé une jambe, je l'ai envoyé un pruneau dans le tibia et il est resté là. Une fois le combat parti, on tire, on ne sait plus sur qui on tire. Hein. Mais abattre un bonhomme comme ça, je n'ai pas pu le faire. Hein. Sentimentalement, c'était pas possible. Et lors de ce premier coup de feu, ça a été la débandade après. Hein. Ça s'est bien tiré dans tous les coins. Après, il n'y a plus rien. Il y a eu une accalmie. Et puis, on a entendu parler. Et puis, du bois qui craquait. Ils étaient en train de nous contourner. Et à ce moment-là,
On a un de nos types, et ça c'est extraordinaire, ça c'est irréel. Un de nos types s'appelait Mulhem, un Alsacien. Il est sorti sur la route, carrément au milieu de la route, et il a commencé à appeler les Allemands. Soldaten, Kameraden. Moi, je ne parle pas allemand, hein, mais je me rappelle, je l'ai encore dans les oreilles. Ça. Et il a commencé à leur faire un discours. Hitler a été assassiné, il y a eu un attentat, la flotte du Reich s'est sabordée. Vous voyez bien qu'on est en uniforme, nous, on n'est pas des terroristes. On va appliquer les conventions de Genève, vous allez avancer les mains sur la tête, vous déposez les armes. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Et nous, on disait, mais... Alors, c'était le lieutenant Passy qui lui dictait tout ce qu'il fallait qu'il dise. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à ce moment-là, il y a un espèce de Feldwebel qui est sorti sur la route, lui aussi, à 50 mètres de Mulhem. On s'est dit, merde, là, le premier qui se rend, qu'est-ce qu'on va faire? Et le gars, il a sorti un pistolet signaleur, pouf, une fusée qui nous est retombée dessus, et les tirs de mortier ont commencé, enfin, etc. Et là, ça a flingué de partout. Et puis, au bout d'un moment, il y a une fusée qui est partie. La guerre est repartie, quoi. Mulhem n'a pas eu le temps de se replier. Il a été cisaillé par une rafale d'armes automatiques, parce qu'il tenait ses boyaux dans la main. Là. On l'a tiré comme on a pu. Et puis alors, ça a continué. Le lieutenant Passy a pris une balle dans la tête. Perrin, le petit Perrin, a pris une balle dans la tête. Et puis on a eu 2 blessés, donc ça faisait 3 morts, 2 blessés déjà. Puis après, nous, c'était impossible. On recevait des torpilles de mortier continuellement, il fallait se retirer. Sur le belvédère de Valchevrières, Chabal protège la retraite de ses hommes. Il se sacrifie et mitraille jusqu'à la mort. Mais les Allemands passent. Dans tout le Vercors, la Wehrmacht est à l'attaque. C'est un rouleau compresseur. Je me rappelle très bien qu'ils sont arrivés jusqu'à 24 000, les Allemands, tout autour. Et je me rappelle qu'ils avaient des canons de longue portée, même qui arrivaient sur une certaine route. Ça m'avait été signalé par téléphone, je l'avais dit à mon chef. Nous, on était, d'après mes calculs, à l'époque, 2400. Et le parachutage des Allemands à Vassieux a accru le désordre d'une défaite inéluctable. Vassieux, au sud du massif. Les résistants ont construit une piste pour accueillir les avions alliés, promis par Londres et par Alger. Mais ce sont des planeurs allemands qui déversent les commandos de la mort. Suzanne est alors une petite fille, âgée de 9 ans. On était avec les gosses du hameau, là, en train de jouer. Et quand on a entendu les avions, comme d'habitude, on est allé se cacher sous les grottes, comme on était habitués à faire. Nos parents nous avaient dit ça, dès que vous entendez les avions, vous allez vous mettre sous les abris. On dit, tiens, il y en a un qui tombe. Malheureusement, il ne tombait pas. C'était les planeurs qui arrivaient. Et 10 minutes après, ils sont arrivés vers nous. Ah, c'est ici que... Oui, c'est ici qu'on a été blessés. Ils nous ont jeté des grenades. Vous étiez caché là-bas dans la grotte. Hein. Voilà. Ils nous ont fait sortir en nous disant Raoust, terroriste. Et bon, on s'en filait. Moi, j'étais blessée tout de suite au pied, donc je marchais difficilement. Et ils nous tenaient en joue, et tous, et ils ne nous ont pas achevés, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils auraient très bien pu. Et c'est là qu'ils ont fusillé une des grand-mères qui a voulu leur parler en leur disant « Ne faites pas de mal, il n'y a que des enfants ». Et ils l'ont abattu à bout portant. Dès qu'ils sont arrivés là, leur premier travail, c'est de rentrer dans les maisons et les incendier. Hein. Ce jour-là, mon père était maire, il était allé à Josso pour faire du pain. Quand il a vu le hameau en flammes, il est venu ici et on a filé un peu plus loin dans une autre grotte. La colonne est arrivée comme ça, ils sont arrivés, ils sont montés là, et nous étions dans la grotte là. Ils sont arrivés, ils nous ont fait sortir encore une fois de cette grotte. Ils ont mis les femmes et les enfants à droite, les hommes à gauche. Donc il y avait mon père et un bon petit vieux. Et au bout d'un moment, ils ont enlevé le petit vieux, l'ont fait passer à côté de nous. Et ils ont fusillé mon père comme ça, à bout portant, devant nous. Et après, quand il a été par terre, ils lui ont encore redonné le coup de grâce, ici, à l'oreille. Et nous, bien sûr, on s'est mis à pleurer. Ils nous ont ordonné de nous taire. Et ils nous ont menacé du fouet
qui venait de prendre la ferme Barnary, qui venait d'incendier. Vous revenez de temps en temps ici? Jamais. C'est pas un endroit où on a envie de venir. Hein. Pourtant, je vis ici. Ah, vous vivez à 200 mètres? Oui. Je suis jamais venu. Vassieux et la chapelle en Vercors sont en ruine. Les habitants subissent la sauvagerie des assaillants. 200 personnes meurent dans des conditions atroces. 41 sont déportées. On a trouvé des corps mutilés, on a trouvé des têtes écrasées, on a trouvé des gars empalés, avec les bras et les jambes écartelés pour faire la croix de Lorraine. Mais ça s'est fait à quel moment? Ça, j'en sais rien. Je sais qu'on les a trouvés. L'hôpital du Maquis, replié sous le porche de la grotte de la Luire, est découvert par les soldats allemands. Les blessés sont achevés sur leurs brancards, puis jetés dans un fossé. Les docteurs et le prêtre sont fusillés à Grenoble. Les infirmières déportées à Ravensbrück. Après 3 jours d'un combat inégal et sans espoir, les résistants reçoivent l'ordre de dispersion. Beaucoup sont abattus en tentant de quitter le massif. Certains se terrent pendant des semaines en forêt pour éviter l'ennemi, crevant de soif et mangeant de l'herbe. Disons que le problème était qu'il y avait des mines que nous avions posées nous-mêmes. Et seulement ce n'était pas la même unité qui traversait le champ de mines et qui les avait posées, donc on ne savait pas où étaient ces mines. Et on nous a chacun donné une chèvre qu'on a été chercher pour qu'elle précède et qu'elle saute sur les mines en marchant devant. Vous avez eu faim pendant cette période, certainement? Ah bah dans les bois, oui, la preuve. Puisque une fois, je me rappelle, on a partagé notre seule boîte de sardines entre les 30. Donc on n'avait pas à manger, ça c'est vrai, on avait faim. Mais on avait surtout soif, plus que faim. Et parce qu'il n'y avait pas d'eau. On était dans les bois. Hein. Mi-août, les Allemands quittent enfin le plateau, mais le bilan est terrible. 600 maquisards sont morts. La République joyeuse du Vercors succombe dans l'horreur, abandonnée à son sort par les Alliés et par les dirigeants de la France libre. Le rêve des hommes jeunes a vécu. Aucun acte héroïque, d'ailleurs, n'est jamais perdu. Leur désintéressement était absolu. Mais il faut absolument dire à leurs proches, à leurs familles, que ça n'a pas été pour rien. Ça n'a... oui. La plus belle des choses de tout, c'est qu'on a fait la paix avec les Allemands depuis le temps que ça durait, cette connerie-là. Hein. Essayer de se battre sans arrêt, là. Ça, c'est la plus grande victoire de la résistance, c'est d'avoir fait la paix avec les Allemands une fois pour toutes. Ça. Une des dernières fois où je suis montée là-haut avec un ami, j'ai eu l'impression, à partir d'Engins, à peu près, que tout d'un coup, je ne sais pas comment l'expliquer, tout d'un coup je n'étais plus seule.
Il y avait un tas de gens qui surgissaient, des gens que j'avais connus à cette époque, ou avec qui j'avais monté la garde, ou qui habitaient par là, ou il y avait eu ceci ou cela, des souvenirs comme ça. Et je me sentais... mais c'était pas désagréable. C'est mes plus dures années et curieusement, c'est celles que je trouve les plus belles. Tu deviens déserteur, tu deviens rebelle à la loi, tu deviens un hors-la-loi. Et puis, t'es en forme, t'as 20 ans, c'est bien.